Nous passons à la séance de débat. S'il vous plaît, essayez d'être précis avec nos conférenciers. Ils sont fatigués en fin de journée, sauf Dr Zerabi, bien sûr, l'éternel qui n'a pas dormi la nuit. Allez. S'il vous plaît, y a-t-il des questions à propos de la première présentation sur les réparations des lésions endodontiques et apport du MTA? Le constat est clair par rapport à l'assistance, soit qu'ils sont trop fatigués, soit qu'ils sont tout compris. Donc à savoir. Il y a une question. Bon, je vous félicite, Dr Zerabi, pour votre excellente présentation et ça nous a apporté beaucoup de choses. J'ai une question concernant, bon, vous avez parlé des résorptions internes et vous n'avez pas parlé des résorptions externes. Je ne parle pas des résorptions à cause bien d'origine orthodontique, mais les résorptions suite à, par exemple, un traumatisme aviodentaire. Est-ce que ce produit, MTA, peut apporter quelque chose? Est-ce que il a ces indications pour le traitement des résorptions externes, radiculaires externes? Externes, oui. Tout à fait. D'abord, il faudrait qu'on revienne à ce problème de résorption, qu'ils soient internes ou externes. Au jour d'aujourd'hui, les étiologies concernant ces deux problèmes ne sont pas encore maîtrisées. On évoque des traumatismes. On évoque aussi l'utilisation de certains produits de blanchiment interne. Donc, au jour d'aujourd'hui, ces résorptions internes, voire ces résorptions externes, peuvent être traitées avec du MTA. Et le MTA constitue aujourd'hui un matériau de qualité de choix, éventuellement pour fermer ces voies de communication. Parfois, dans les résorptions externes, surtout les résorptions externes cervicales, on est obligé de récliner un lambeau, surtout si elles sont situées au niveau cervical. Ce qui fait la différence entre la résorption interne et la résorption externe, c'est que la résorption externe ne touche pas à la trajectoire canalaire. Elle touche la partie dentinaire et sémentaire, mais elle ne touche pas à la partie de la trajectoire canalaire. Maintenant, si elle est située au niveau cervical, et comment on fait le diagnostic différencié? Parfois, vous avez une pigmentation rougeâtre qui apparaît au niveau de la partie coronaire. Généralement, vous allez trouver une résorption à la radiographie, vous allez voir cette résorption. Vous allez récliner un lambeau, éventuellement, s'il y a utilité de le faire. Et bien sûr, soit fermé avec un verriolomère, soit avec du MTA. Voilà. S'il vous plaît, j'ai une question, Dr Zerabi, par rapport à qui d'entre nous, lors d'une préparation pour une empreinte d'inlay corps, n'a pas fait de faux canal. Souvent, en utilisant mal ou en maîtrisant mal notre forage, on fait des faux canaux au niveau radiculaire. Est-ce que le MTA peut régler? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Et comment peut-on réparer ce type de problème? Alors, ça, c'est le problème inhérent aux faux canaux, disons aux perforations, aux faux canaux, dans l'étiologie est secondaire à un forage intempestif. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout forage doit être fait ou doit être, si vous voulez, réalisé sous radiographie guidée. Vous devez d'abord désobturer une petite portion, mettre un guide et voir si vous êtes dans le bon sens. À partir de là, vous allez continuer à forer. Oui, mais professeur Lezoc vous a donné des solutions. Professeur Lezoc vous a donné de très bonnes solutions. Il vous a parlé de la protection corporelle, de la distance. Alors moi, j'irai encore plus loin. J'irai encore plus loin. Mais je vous pose la question. Mais pourquoi il y a un cordon dans un appareil de radio?
Mais pourquoi il y a un cordon? Tout simplement, avec une télécommande. C'est pour vous mettre dans une zone de sécurité. OK? Tout simplement. Ceci dit, pour les perforations, le MTA, aujourd'hui, peut répondre à ce type de problème. Voilà. Docteur Zerabib. Donc le MTA, certainement, c'est un produit de choix, c'est un matériau de choix, notamment dans les cas d'abexification là. Tout à Mais fait. l'hydroxyde de calcium, Oui. quand même, nous a rendu service. Oui. La question, c'est par rapport au coût du traitement, qui demeure quand même Oui. assez important, mais oui. une grande différence entre les deux matériaux. Oui. Est-ce qu'il y a, on va dire, un plus à apporter avec le MTA versus, on va comparer à l'hydroxyde de calcium? Tout à fait. Très très bonne question. Et franchement, je salue ta question, Hakim. Alors, si on devait faire un comparatif entre les deux, vous savez très bien quand il y a une immaturité apicale, c'est ça? Et le but essentiel, c'est d'aller fermer cette partie apicale. Nous, on nous a appris il y a quelques années d'utiliser l'hydroxyde de calcium. Ok. Alors, très souvent, vous allez mettre votre hydroxyde de calcium, vous allez revoir votre patient, éventuellement 15 jours après, pour voir s'il est toujours en place, s'il ne s'est pas résorbé. Maintenant, s'il s'est résorbé, vous êtes obligé de le refaire. Donc, premièrement, vous allez avoir beaucoup de séances qui vont arriver. L'expansion de l'hydroxyde de calcium peut fragiliser ces racines fines de la dent immature. Donc, ça peut créer éventuellement des fractures des parois radiculaires. Et puis, troisièmement, généralement, cet enfant est très souvent accompagné par ses parents. Donc, parfois, il arrive que très souvent, les parents ne sont pas très motivés et pratiquement, vous allez perdre votre patient. Et puis, parfois, ça peut même arriver à d'autres complications parce qu'on laisse traîner les choses et le problème n'est pas réglé. Donc, énormément de facteurs qui sont des inconvénients par rapport à l'utilisation de l'hydroxyde de calcium, multiplication des séances. Il va falloir, à la fin, une fois que vous avez cette barrière calcifiée formée grâce à l'hydroxyde de calcium, d'aller éliminer cet hydroxyde de calcium. Et ce n'est pas évident de pouvoir l'éliminer parce que l'hydroxyde de calcium va s'incruster fermement, se placer fermement contre les parois. Il va falloir que vous utilisez des ultrasons et une instrumentation mécanisée pour le retirer. Alors, pourquoi ne pas faire autrement? Mettre un bouchon apical, vous avez quelques minutes pour que ça sèche. Même au pire des cas, vous laissez pour le lendemain et vous obturez et vous êtes tranquille. Quelque temps après, 5-6 mois, vous avez la formation de la barrière apicale, tout le monde est tranquille, les parents sont tranquilles, le praticien est tranquille et tout le monde est tranquille. Voilà. Très bien. Vous avez d'autres questions? Je balade parce qu'il y a des pieds qui sont... Profitez que je sois là. Il faut savourer ces moments. Allez, profitez. Tout d'abord, je voudrais donc vous remercier pour votre présentation. Et j'ai une petite question concernant ces dents-là traitées endodontiquement avec du MTA. Donc, vous nous avez montré qu'il y a le MTA d'obturation canalaire. Et supposons que ces dents-là vont faire après l'objet d'une reconstitution coronoradiculaire. Est-ce que la désobturation est si facile? Tout à fait vrai, vous avez entièrement raison. Ces matériaux d'obturation endodontique à base de biocéramique, on va dire le MTA, l'endoséquence ou autre, sont des matériaux béton, qu'on appelle des matériaux béton. Alors, la question qui se pose, et j'aurais dû la mettre dans les inconvénients du MTA, c'est au moment de la désobturation. Peut-on désobturation ces matériaux? Alors, sachez qu'aujourd'hui, la technique d'obturation que vous avez réalisée, vous allez mettre un gros volume biocéramique, MTA ou autre, et vous allez mettre un tuteur. Et ce tuteur, c'est quoi? C'est le cône de Gutta. Donc c'est ce cône de Gutta qui va vous permettre de réaliser la désobturation. Alors, vous allez faire avec quoi votre désobturation? Il va falloir que vous la fassiez avec une instrumentation mécanisée, pas manuelle. Ok. Au jour d'aujourd'hui, la recherche a encore progressé. Aujourd'hui, on nous dit, pour pouvoir désobturer une biocéramique, il va falloir utiliser un appareillage mécanisé, de l'EDTA en gel et 10% d'acide formique. D'accord? Ok. Là, c'est des études validées, ok? Vous permettent de voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous avez
des solutions pour pouvoir utiliser ces biocéramiques tranquillement et correctement. Donc ils rentrent tous dans le cadre de biocéram, c'est-à-dire Le MTA est une biocéramique. MTA biodentine, Le MTA biodentine, endoséquence, le ce qu'on total appelle. B Sicileur, il y a juste les formes qui diffèrent, la forme pour c'est des liquide. non-commerciaux, on va dire après qui. Pardon? C'est des non-commerciaux, on va dire, qui font. Oui, enfin, oui, de des la noms commerciaux différence. et des formes, la forme poudre Oui, liquide, oui. et vous avez la forme C'est-à-dire la cookie présentation lourde, et vous commerciale. avez la forme. Et bien sûr, vous avez deux types de biocérame. Les biocérame que vous allez utiliser comme matériaux de réparation, et les matériaux biocérame que vous utilisez comme matériaux d'obturation endodontique. Voilà. C'est ça la différence. Pardon. D'autres questions? Donc, apparemment, on passe à la deuxième communication. Merci à vous. Là, parlons de radioprotection avec professeur Zouk, quand même qui nous a donné une belle communication intéressante, surtout en pratique quotidienne. Et quand même, il a mis le point sur un problème qui demeure récurrent et négligé par le praticien. Vous savez, docteur Zouk, je vais être, merci d'être parmi nous. Je vais un petit peu être franche avec vous. Nous, à Mayo, on a un système on nous a doté de dosimètres. Et je vous dis franchement que la plupart ne le portent pas. Voilà. Donc malheureusement, maintenant qu'après votre présentation, on va être un petit peu plus conscient, on va être conscient, radio-conscient. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, pour le professeur Zouk? Une question, permettez-moi, si vous le permettez, elle est toute bête, mais sans dosimètre, les radiations sont-elles quantifiables sur le corps humain? Parce que parlant devant le fait accompli de praticiens qui ont déjà utilisé des cônes radio, bien exposés à des radiations, est-ce que ces radiations sur le plan physiologique sont quantifiables sans dosimètre? Est-il possible? Oui. Il y a des études dans ce sens où il y a des indices biologiques sur la cellule humaine qui a reçu des rayons. Ça veut dire qu'il y a des indicateurs dans le sens génétique qui peuvent nous donner plus d'informations sur le degré d'irradiation du corps. Est-ce que c'est disponible en Algérie? Non, non. J'allais faire ça dans ma thèse, mais c'est très difficile parce qu'on n'a pas de laboratoire qui font ça. Parce que c'est un test lié à la génétique et par rapport à la destruction des brins et par rapport au pouvoir de réparation de la cellule. Surtout ça. Donc il y a des indices qui vous disent que vous êtes exposé ou non, donc c'est par rapport à ça. Vu que la communication m'était vraiment intéressante, j'aimerais bien poser plein de questions, et j'en ai d'autres bien sûr. Concernant, on va dire, quand le brin ADN est exposé à des ultraviolets, notamment BOA, bah, généralement la cellule tombe à l'apoptose, un suicide qui fait qu'elle protège le corps humain. Oui. Est-ce que la physiologie humaine, par rapport au rayon X, a le même principe? Oui, il y a de l'apoptose, il y a tout le système de réparation de la cellule. Ça veut dire les systèmes parce que les rayons UV, ce sont des rayons à risque. C'est comme les rayons X, la même chose. Ça veut dire c'est le même système cellulaire qui est, si on peut dire, interpellé. C'est la même chose. Parce que si on parle la conférence de laser, vous avez vu que c'est la différence par rapport à la longueur d'onde. C'est ça. Et c'est des ondes électromagnétiques. Et pour les radiations, est-ce qu'il y a un processus d'élimination de radiation à long terme? Parlons de cumul de radiation. Voilà. Il y a des systèmes utilisés dans les systèmes de médecine de travail. Si vous avez remarqué les radiologues, ils leur donnent des mois ou bien des jours de détoxification. Ça veut dire que le corps a le pouvoir, si on n'aura pas d'irradiation excessive, ça veut dire de redémarrer son système de réparation. Pardon, par instruction ministérielle, c'est 3 semaines par 6 mois, voilà. Si je ne me trompe pas. Donc là, justement, c'est une autre question que j'allais poser. S'agit-il d'une fenêtre thérapeutique? Non, ce n'est pas une fenêtre thérapeutique, mais c'est une fenêtre désintoxication. De laisser la cellule dans la stabilité pour pouvoir réparer.
Parce qu'il y a un problème entre la vitesse de destruction et la vitesse de réparation. Et là, si on perd nos capacités de réparer à travers un temps, donc il faut ouvrir une fenêtre pour laisser à la cellule de se dire aux mises à jour. C'est dans ce sens. Est-ce que les congéréons sont aujourd'hui, Oui, c'est ça. est-ce que les congéréons sont aujourd'hui mis en place au niveau des services d'imagerie? Parce que les services d'imagerie, je pense... Oui. Par instruction ministérielle, oui. Bah, écoutez, moi j'ai passé plusieurs années à l'hôpital de Coléa, je n'ai jamais eu à entendre ou à voir mes collègues prendre un congéréon. Ça, je vous le confirme, j'étais vice-président du conseil médical et on n'a jamais eu affaire à ce congéréon. Dentiste, non. Pas dentiste, je parle de service d'imagerie. Hein. D'imagerie, parce qu'il y a la classe A et la classe B. Nous, on fait partie de la classe B, mais on est obligé de porter un dosimètre passif pour voir si on dépasse 6 millisieverts. On passe de la catégorie B vers A, où on aura, par le biais de PCR, les personnes compétentes en radioprotection et les services de médecine de travail, on aura le droit de ce congé de détoxification. Parce que si on dépasse, si on maîtrise la chose et on dépasse de la catégorie B vers la catégorie A, on développe le risque. Ça veut dire... Est-ce que d'après vous, donc là, c'est une invitation, on va dire, pour tout le monde, pour tout praticien privé-public, de porter un dosimètre? Oui. Vu l'étude faite à Oran, parce qu'il y a un autre problème qui se pose. J'ai pas voulu faire tout. Un autre problème, c'est l'avènement de numérique. Et j'ai évoqué plusieurs problèmes dans ce sens parce que la plupart disent que l'RVG c'est moins de doses. L'RVG certes c'est moins de doses, mais c'est tellement facile, on fait plusieurs radios en même temps. 1. 2. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas la dose. D'accord. 3. Par rapport au capteur. J'ai fait même une étude psychologique. Pourquoi on tient le capteur? J'ai trouvé une différence entre le RVG et l'argentique. Avec l'argentique, la plupart donnent aux patients de maintenir. Pour le capteur, 100%, c'est le praticien. Le problème, c'est quoi? Non. Le problème, c'est le coût de capteur. Et Taïah cliché, il fait 100 dinars, mais Taïah capteur, il fait 25 millions de centimes. Ça veut dire يشده الماكسيموم يقعد حداه الماكسيموم. Ça veut dire يقعد حدا الدونجي الماكسيموم. Oui. Voilà. C'est pour ça la clé de cette conférence, c'est d'utiliser les ongulateurs. Voilà, je voulais rebondir sur ça. C'est ça la clé de tout ça. Si on utilise l'ongulateur, oui, si vous utilisez l'ongulateur, vous êtes obligé de... Bien sûr. Oui. Voilà. Il y a un autre problème pour porter le dosimètre parce qu'il y a l'avènement, je ne sais pas, mais j'attendais à ça, l'utilisation des cônes radio mobiles. L'appareil photo à la mode. La catastrophe. C'est interdit, mais il y a des firmes qui ont utilisé ça avec un disque de protection. Ça veut dire on prend la radio comme ça, la radio, avec un disque de protection qui protège le praticien. Mais le disque coûte plus cher que l'appareil. Donc les sous-développés, mais j'ai bouche le disque, j'ai beau que l'appareil. Voilà. Elles sont plus dangereuses Oui. que les radios. C'est pour ça que j'ai dit, je tire la sonnette d'alarme aujourd'hui pour vous dire, il y a pas. Oui. En plus, pour ces trucs-là, mobile, il y a un autre problème. C'est que mobile, pour rendre quelque chose portable, ça veut dire qu'il faut diminuer le poids. Et diminuer le poids, ça veut dire le blindage. Le blindage, parce que c'est le plan. J'ai trouvé quelques appareils sans plan. C'est des gadgets. D'accord? Je dis FIFA ou pratique. D'accord? Donc c'est très dangereux. Oui. Non. Voilà. Au départ, l'idée c'était pour vétérinaire. En cas de fracture d'une bête, une bête ou la baïda, donc on déplace pour. Il faudra l'interdire dans les cabinets dentaires.
Oui. La technique. De radiographie. Oui. Et vous aurez, c'est-à-dire que si vos incidents sont de bonne qualité, vous allez avoir une bonne visualisation de ce que vous êtes en train de vouloir voir et observer. Effectivement. Oui. Voilà. C'est ça. Oui. Oui, oui. Je peux dire un mot. Moi, j'ai eu à lire un article qui disait qu'on avait le droit, tout en restant dans la zone de sécurité, à 50 clichés par jour. Bon, vous avez parlé de 180, il me semble, 180 clichés. Donc, on est sécurisé s'il n'y a pas de mésusage des appareils. C'est comme les médicaments. Respectons la posologie, il n'y a aucun souci. Ça, c'est pour rassurer les confrères et les consoeurs. Parce qu'on traite au business dans la radio, mais si on utilise, comme vous l'avez si bien expliqué, les dispositifs d'éloignement, les portes clichés ou là, les ongulateurs, il n'y a aucun souci à travailler avec la radio. Je ne sais pas si c'est intelligent, mais en France, on a isolé un fauteuil seul et on prenait le champ et tout le monde sortait, même pour l'RVG. Moi, j'étais intelligent, je prenais une précelle et je mettais un petit peu. Je ne sais pas, est-ce que l'utilisation de la précelle, et je crois que c'est une question de gestion de temps. C'est pour ça, placer les angulaires et attendre à un moment, les gens pensent qu'il va plus vite que d'utiliser quelque chose au lieu de perdre du temps. Je ne sais pas. C'est une question de temps, apparemment. Vous avez mis le doigt sur un problème rencontré par les libéraux au niveau du cabinet, parce que je suis professeur, mais je ne pratique pas beaucoup d'endodontie, mais le libéral est obligé de faire plusieurs radios en même temps, parce que le deuxième malade, il attend. Donc, il y a ce facteur temps. Et le facteur temps, c'est très important. Je vous explique. Dernièrement, avec mes étudiants, j'ai fait, où M. Zerabi va me dire oui. Est-ce que l'utilisation de la digue est obligatoire en endodontie ou non? Oui. Logiquement, elle est obligatoire. Est-ce que les chirurgiens dentistes de Schleff utilisent la digue? Non. Pas tout le monde. J'ai commencé avec cette problématique et j'ai utilisé les gens de management de temps et j'ai trouvé j'ai filmé 30 vidéos chez les résidents et j'ai essayé d'analyser une manière managériale parce que je suis formateur en management. Et j'ai essayé de standardiser quelques tâches. Donc, le facteur temps est très important. Parce que si on évoque ce problème, ça veut dire qu'on aura beaucoup de problèmes. Par rapport à la digue, donc on n'utilise pas la digue. Par rapport à ça, on n'utilise pas la radioprotection. Parce qu'on n'a pas le temps, donc il y a un autre problème qui va se corriger normalement avec le temps. Professeur Lezoc, si vous permettez, je vous rajoute juste quelques éclaircissements par rapport à la digue. Il y a des études qui ont été faites. Ils ont pris des endodontistes et ont pris des omnipraticiens, des jeunes omnipraticiens qui commençaient leur activité. L'endodontiste mettait sa digue en un temps entre 2 et demi, 2 minutes et 2 minutes et demie. Et au départ, l'omnipraticien mettait sa digue en un temps d'environ 5 à 8 minutes. Oui. Mais avec de l'apprentissage, l'omnipraticien posait sa digue au même timing que l'endodontiste. Oui. Donc, moi, je réfute ce problème de timing. Et quand on fait de l'endo, même quand on est en tant que libéral, quand on fait de l'endo, il faudrait qu'on prenne le temps nécessaire pour réaliser cet endo. Il ne faudrait pas qu'on soit harcelé ou un peu stressé par ce qu'il y a au niveau de la salle d'attente. Parce que ce stress-là va générer éventuellement des incidents. Oui, très bien. Et puis, quand on n'a pas honte de ce qu'on est en train de faire comme traitement endo, on n'aura pas du tout honte de ses honoraires. Oui. Donc, si vous prenez peu de passion en faisant du bon boulot, n'ayez pas honte de prendre ce que vous devez financièrement prendre. Voilà. Oui. Par exemple, concernant la digue, parce que ça, vous parlez d'une étude étrangère, mais pour l'Algérie, c'est autre chose. J'ai trouvé chez mes résidents, dans les vidéos, parce que le manager, il ne parle pas de crampons, il parle d'une tâche qui s'appelle la tâche répétitive, la tâche inutile, la tâche... J'ai essayé de les cocher par rapport aux tâches. J'ai trouvé qu'il y a quelques tâches
inutiles. Par exemple, j'utilise, pour la digue, hein, j'utilise un cadran métallique, mais comme par hasard, l'assistante Medjet Bekri, derrière l'autoclave, et on attend qu'il y ait un résident a un stylo. Il demande stylo, fait à la salle pour perforer. Donc c'est des problèmes purement internes. C'est pour ça que je voulais faire une charte à la fin. J'ai fait une charte des recommandations. Il faut préparer ça. L'assistante, elle perfore d'avance par rapport à un fiche clinique, par rapport à ça. Utiliser la digue heavy. Donc c'est un peu d'accord, rapidement. Au départ, c'était une moyenne de 3 minutes 12 secondes. Et on a utilisé ces recommandations. On a pu faire quelques digues en moins de 60 secondes. Des techniques, voilà. Merci docteur pour votre présentation. Est-ce que pour la radio rétro-alvéolaire, il faut des murs plombés? C'est une belle question pour la rétro-alvéolaire. Mur plombé, surtout, c'est pas toujours mur plombé parce qu'on parle de l'équivalent de plan. L'équivalent de plan. Il faut soit plomber un mur, soit avoir un mur équivalent de plan. Je m'explique. Ça veut dire l'équivalent de plan, il faut un minimum de 5 mm, maintenant un minimum de 3,5 mm de plan. Un mur de briques plein de 10 cm, ça suffit. Un mur de briques creuses de 15 cm, ça suffit. C'est l'équivalent de plombage. Ça veut dire l'idée de plomber, non, c'est pas de plomber. D'accord? Mais avoir un Michler, non. La salle donc, il faut avoir un équivalent de plan. Ça, c'est dans ce sens. Deuxièmement, j'ai eu une anecdote, une anecdote chez une dentiste à Oran, spécialiste d'OC. Le moment de prendre les doses, au début, normalement, on doit allumer nos dosimètres et la radioactivité naturelle, elle est de 0,10. Normalement, le dosimètre, il affiche 0,10. Les recommandations, il faut le laisser minimum 40 secondes. 40 secondes. Après 40 secondes, chez la dentiste, toujours 0,20, c'est pas 0,10. Mais pour les 3, je me suis dit, quel est le problème? J'ai vérifié, j'ai éteint l'appareil, tout ça. Malgré ça, 0,20. Je n'ai pas trouvé de solution. En sortant, elle m'a dit, arrête, monsieur Rzouk, mais j'ai un voisin qui est pneumologue, il fait la radio d'ailleurs, donc c'est de la radioactivité d'origine externe. Ça veut dire c'est pour ça qu'il faut assurer le plombage. Tu peux recevoir. Autre anecdote, comme les jeunes la plaque de plomb panoramique في الكابيني, la plaque فيها 2 mètres. انتم تبغوا تقلبوها ديروها على 1,50 m. Je dis comment طويله وتخدموا. 1,50 m, c'est nocif pour les yeux parce que toujours l'œil qui est exposé. Donc s'il vous plaît, vous respectez les règles de l'art. Soit on fait de panoramique avec des normes. On y fait même norme de 9 mètres carrés, il y a une explication. Ça veut dire qu'il y a la réflexion, tout le temps. Donc diffusion. Oui. Par rapport à la radioprotection et exposition aux malades, on va dire entre Conbim et Conbim pour un patient, quelle est la durée à respecter? Bon, le Conbim, d'abord il faut le justifier parce que je finis à la mode Conbim, il faut en cas justificatif. En cas de justificatif. Donc le problème de Conbim, c'est les gens qui travaillent avec le Conbim, c'est par rapport à la densité, par rapport à la qualité. Ça veut dire qu'il faut régler. Mais le problème, c'est pas la dose elle-même, c'est comment dirais-je, c'est le focus, si on peut dire, l'angle de rayonnement. Parce que en bouche, la bouche, elle est entourée de 2 organes nobles. Il y a le cristallin, il y a la thyroïde. C'est pour ça qu'il faut insister sur ne pas trop ouvrir l'angle d'irradiation. Le champ d'irradiation est au niveau de maxillaire supérieur et maxillaire inférieur pour éviter la thyroïde parce que c'est radiosensible et pour éviter, ça c'est primordial par rapport au champ. Parce que souvent, ils hallent le champ, ils bombardent même la thyroïde, ils bombardent le cristallin. Voilà. Dans ce cas-là, on peut, de préférence les colliers et les lunettes équivalentes de plan. Oui. Dans le cabinet, de point de vue légal, il n'y a pas dans le code de déontologie Hajat qui interdit. Parce que
Voilà. Anna, je demande, parce que j'ai édité un livre concernant le guide. Normalement, la déclaration est obligatoire de n'importe quel appareil radiographie, même le rétroalvéolaire. Ça, c'est très important. Voilà. 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 Oui, oui, oui. Normalement, c'est une déclaration obligatoire. Le décret présidentiel Bain. Oui. Oui, oui, oui. Normalement, on doit passer à cette action-là. Oui, oui, oui. J'ai trouvé anecdote la thèse, je n'ai pas voulu la présenter. C'est que, mais j'ai trouvé une relation significative entre l'âge du praticien et l'âge du con. Ça veut dire, par analogie, on dit que واحد يحل يكون جون 25 ans يحل الكابيني يكبر معاه الكابيني الكون مادام يخرج له لا راديو راه قاعد صدق ما يدير مينتونونس ما يخمم يبدله ما والو مادام كاين دي غيون مادام كاين دي كليشي دونك par contre c'est interdit d'utiliser un cône qui dépasse 25 ans. Ça y est, c'est interdit. Le kilovoltage, la sécurité électrique, interdit d'utiliser un cône dans un câblage de 1,5. 1,5, non, 2,5 minimum. Donc, pour éviter tout ce qui est risque électrique, tout ça, j'ai fait une fiche d'enquête de 100 items. Ça veut dire que j'ai détaillé le détail. 1 million ampérage, il faut dépasser 8. Il ne faut pas être de là parce qu'il y a la qualité par rapport à la densité et tout ça. Donc, c'est un monde. C'est un monde. Oui. Là, on n'a pas de dosimètre au niveau de service. On n'a pas de dosimètre. J'ai utilisé les dosimètres instantanés, les Geiger-Müller, les attendent la dose instantanée. Par contre, les dosimètres passifs, qui ont le CRNA ou la Comena pour le réglage. Non, on n'a pas encore établi cette. Non, mais ne dirais-je parce que j'ai dit la première action, c'est d'avoir des dosimètres. Même c'est le médecin de travail qui gère ça. D'accord, c'est le service de médecine de travail. Oui, c'est le service de médecine. Ouais. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Professeur Dernière question. Moi, j'ai été invitée à participer à une formation d'assistante au fauteuil. Parce que là, il y a une formation qui se fait par l'école paramédicale à l'hôpital Mustapha. Quand j'ai préparé les cours, j'ai trouvé que l'assistante dentaire n'a pas la capacité ou l'habilité de prendre des radios. Elle n'est pas couverte sur le plan médico-légal. Je ne sais pas si vous, dans votre thèse, vous avez trouvé quelque chose à propos de ça. Donc, par rapport aux assistantes qui ont pris des... Oui, autrement dit, on va changer le sujet, le verbe complément. Donc, le dentiste n'a pas le droit de donner à son assistante de prendre la radio, du point de vue légal. En France, si une assistante dépose plainte au dentiste pour un cliché, c'est une amende de 15 000 €. Encore pire, encore pire, encore pire. C'est encore pire. C'est un peu... Oui. S'il vous plaît. Utilisation du RVG chez les femmes enceintes, même les praticiennes enceintes. Très bien, c'est une belle question. La clé, enceinte, il n'y a pas d'effet prouvé jusqu'à maintenant, mais dans le sens psychologique, parce que souvent, dit malade, ou le sera malformation, le dentiste de l'irradion halflani. De point de vue scientifique, il n'y a pas de risque, d'études. Il n'y a pas de risque. Mais sauf que les gynécologues parlent de la le J9S9. J9S9. Ça veut dire entre le 9e jour et la 9e semaine. C'est une zone à risque. Avec l'irradiation, comme le RVG, tu as l'effet tératogène des rayons qui dépassent le seuil. Donc on évite. Là, dans la position, on doit mettre un tablier plombé dans le sens psychologique
sur le ventre le praticien ou la patiente où on travaille. Donc, entre J9 et S9, un juge peut faire l'expertise chez le gynécologue, oui, c'est vrai, par rapport à la J9, S9. Parce qu'il y a l'effet tératogène, il y a l'effet de malformation. Non, parce que J9, c'est un vrai souci. Généralement, la femme enceinte, elle ne peut pas découvrir la grossesse sur le tas. Oui. C'est après, on va dire, peut-être 4 semaines, plutôt 8 semaines, que la femme peut avoir des signes sympathiques ou bien parasympathiques. C'est là qu'elle va passer, on va dire test de grossesse. C'est pour ça, dans l'anamnèse, si on doute, on peut... Vaut mieux, si vous posez une question dans ce sens, mais allez. Autrement dit, pardon, à titre préventif pour toute femme mariée donc qui s'installe sur fauteuil, c'est un tablier plombé qui est de rigueur tout simplement, à mon avis. Qui n'allait pas. Ben oui. Merci beaucoup, professeur Zouk. C'est tellement intéressant là. C'est vrai que c'est notre faille dans notre profession, c'est la radio. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut prendre la radio, comment se protéger des rayons. Là aujourd'hui, merci beaucoup de nous avoir éclairés par votre communication. Allez leur poser la question. C'est un problème psychologique. Merci beaucoup. Donc, sans trop tarder, j'invite professeur Moulay et docteur Ahmed Zayed, s'il vous plaît. Comme c'est de l'ODF, je vais m'entourer des orthodontistes, l'équipe orthodontiste pour leur excellent travail. Alors, d'abord pour professeur Moulay, la résorption radiculaire en orthodontie, diagnostic, mécanisme et conduite à tenir. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Moi, je renvoie la question à professeur Moulay pour lui dire, est-ce que dans le cas de la thérapeutique ortho, vous avez eu à voir des résorptions internes, voire des résorptions externes? Tout simplement. Ah oui, attendez. J'ai pas compris votre question. Résorption interne causée par un traitement orthodontique, non. Résorption externe sont très fréquentes. J'ai dit dans 80 à 90% des cas. Mais dans la plupart du cas, sont pas significatives. C'est-à-dire, elles sont inférieures à 2 mm. Donc, elles sont acceptables. Elles sont considérées, comme je l'ai dit, comme des cicatrices après intervention chirurgicale. Cependant, le traitement orthodontique peut induire, dans certains cas, je ne parle pas de résorption externe, une mortification pulpaire suite à un torque violent au niveau de l'apex. Donc là, la conséquence, c'est une nécrose et même une gangrène, avec fistule et tout. Donc on n'écarte pas les traitements orthodontiques mal conduits dans l'apparition d'une mortification pulpaire et l'apparition d'une résorption externe. L'avantage dans les cas de résorption externe, c'est qu'elle s'arrête une fois la force cesse d'agir. Voilà. Je vous remercie pour votre intervention. Madame. Je voulais savoir, devant un cas clinique destiné à un traitement ortho, peut-on anticiper sur les résorptions en voyant juste le cas clinique avant de démarrer un traitement? On se dit, voilà, je dois faire ça ou je ne dois pas le faire parce que je risque une résorption dans tel ou tel cas. Oui. Dans ce cas, il faut avoir en tête
les différents facteurs de risque de la résorption radiculaire. J'ai cité quelques exemples concernant la forme des racines, la présence d'anomalies dentaires, les différents types d'anomalies dentaires. Mais il y a d'autres, par exemple la prise des anti-inflammatoires. Elle est considérée comme un facteur de risque. L'allergie, l'asthme, les troubles systémiques, dans le cas d'hyperthyroïdie. Et encore, il existe d'autres facteurs. Exactement. Hormonaux, exactement, oui. Oui, exactement. Exactement. Oui. Manque de la vitamine D. Oui. Et on a vu, et même moi j'ai reçu beaucoup de patients juste après la pandémie Covid. Parce que les patients, les gens ne sortaient pas. Donc la plupart ont développé un manque de vitamine D. Et il y a des signes cliniques pour le manque de la vitamine D. Vous trouvez que les dents sont jaunâtres. Oui, une dyschromie. Tous les patients que j'ai suspectés qu'il a un manque de vitamine D, je les ai envoyés pour faire un bilan. Donc, elle était en carence. En carence. Carrément en carence. Donc, on peut dire qu'un examen dentaire peut révéler... oui. Un examen dentaire peut diagnostiquer un manque de vitamines. Alors, s'il vous plaît, docteur, est-ce que les dents traitées par un traitement canalaire sont plus sujettes à une résorption radiculaire lors du traitement ODF? Non, du tout. Elles sont considérées comme des dents normales. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, pour les dents traitées endodontiquement, on ne présente pas de risque. Bien, le risque n'était pas significatif parce que je l'ai étudié dans mon sujet de thèse. Oui, madame, bien sûr. Devant des parodontopathies, il y a des cas où le patient a un souci ortho, se présente et veut un traitement orthodontique. Oui. Doit-on avoir en présence en tête qui est une éventuelle résorption ou pas? Effectivement. Voilà, parce que les dents bougent plus vite. Oui, voilà. Du moment qu'il y a une parodontite, oui. Il y a une inflammation. Une inflammation supplémentaire à l'inflammation causée par le traitement orthodontique. Donc, le nombre de cytokines est important. Du moment qu'il y a un nombre de cytokines important, donc il y a stimulation de la différenciation des ostéoclastes, donc résorption radiculaire. Donc avant d'entamer un traitement orthodontique chez un patient qui présente une parodontite ou bien une maladie parodontale, il faut attendre, d'abord il faut un traitement parodontal bien sûr chez le parodontologiste, et attendre la cicatrisation, parce que même la cicatrisation qui s'ensuit, ou bien qui suit l'intervention, elle attire un grand nombre de cellules inflammatoires au niveau du site. D'accord? Donc, c'est toujours une affaire de cytokine. Donc, plus de résorption radiculaire. Et si je reviens à la résorption osseuse en prothèse, pourquoi elle est maximale les premiers jours, jusqu'aux 3 mois? C'est parce que le geste, bien l'extraction elle-même, et la cicatrisation qui s'ensuit, elle attire un grand nombre de cellules inflammatoires et des lymphocytes au niveau du site d'extraction, et même la cicatrisation. Donc, on a la résorption plus importante. Et après, avec le temps, une fois la cicatrisation est terminée, donc il y aura moins de résorption radiculaire. Plutôt moins de résorption osseuse, parce que c'est le même phénomène. Et même pour le traitement orthodontique, il ne faut jamais faire, si on prévoit faire des extractions de prémolaires, il faut les faire avant de commencer le traitement orthodontique. D'accord? Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie, madame. Moulay, y a-t-il des questions au professeur Moulay? Sinon, pour docteur Zey, y a-t-il des questions pour docteur Ahmed Zayed sur les aligneurs? Là, c'est tellement nouveau.
donnez-nous le temps de... Il n'y a pas assez de recul pour ces... Ouais. C'était ça ce que je voulais dire. Les aligneurs, est-ce effet thérapeutique ou effet de mode? Effet thérapeutique et effet de mode. Voilà, ce que je voulais savoir. Oui. Les autres. Je vous remercie pour votre intervention. Merci. Vous avez évoqué pour les contre-indications des aligneurs, des patients qui présentent des maladies d'ordre général. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Quelles sont? C'est en fait les contre-indications d'un traitement orthodontique classique. Donc, par exemple, les patients présentant un diabète non équilibré, par exemple, une femme enceinte ou bien après avoir accouché. Donc, c'est un petit peu... Voilà. Il y a des contre-indications. Donc, un diabétique, on lui fait pas d'aligneur, c'est ça? Non, ça dépend. On le rééquilibre, voilà, on peut le faire. Voilà, c'est des contre-indications transitoires. Voilà, Transitoires. relatives. Voilà. Qui présente un trouble au niveau du pH salivaire. Donc, ça influe sur les aligneurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut les équilibrer avant de commencer. Notamment les diabétiques, apparemment. Oui, effectivement. Oui. Donc, qu'en est-il des aligneurs et l'aménagement d'espace prothétique? Parce que parfois, avant la prise en charge d'un patient pour un but prothétique, on a affaire, on va dire, à un traitement orthodontique. Beaucoup plus en particulier en implantologie orale. Est-ce que les aligneurs peuvent rendre service, les gouttières peuvent rendre service dans ce sens? Oui, parce qu'on le dit, je l'ai dit dans les indications, donc on peut faire un aménagement, c'est-à-dire on peut essayer d'ouvrir un petit espace, mais en fait, c'est pas aussi, les résultats ne seront pas aussi aboutis qu'en technique conventionnelle. Voilà. On peut le faire grâce à des auxiliaires et tout, mais ça ne sera pas aussi abouti qu'en technique fixe. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est pas, c'est-à-dire que les aligneurs, en fait, c'est pas pour tous les cas d'ODF ou voilà. Et moi, je voudrais juste vous poser une question, peut-être qui me vient en tête. Est-ce que ce type de traitement, le ratio coût et efficacité, est-ce que ça vaut la peine? Oui, par rapport à ce qu'on paye. Oui. Voilà, parce que là, aller vers une technique classique qui donne un résultat, malgré un résultat fiable, je dirais, et là, aller avec des aligneurs, est-ce que ça vaut le coup? De mettre le prix. Alors, en fait, oui, le prix reste quand même très élevé, ça reste très onéreux. Mais le motif esthétique. C'est beaucoup voilà. plus. Mais je crois que l'indication, elle est vraiment limitée. Oui, donc c'est surtout quand on a affaire par exemple à des jeunes filles. Voilà. Je suis juste par un proverbe de dire qu'avec les vieilles marmites, on peut se faire de la bonne soupe. Exactement. Une dernière question, s'il vous plaît. Avec les aligneurs, est-ce qu'il y a des échecs? Madame, pardon, je réponds à la question précédente. Elles sont indiquées ou non, ou bien par rapport au coût. Oui. Des fois, on n'a pas le choix. On doit utiliser les aligneurs au lieu d'utiliser tout ce qui est fixe métallique. Par exemple, chez les épileptiques, qui sont invités souvent à faire des examens IRM, donc sans parler du crime. Donc il faut, s'il porte métallique, donc il faut l'enlever. Donc pas avec les aligneurs, ça ne pose pas de problème. Pour les patients qui ont une fluorose, on ne peut pas faire un collage sur des patients, les braquettes ne tiennent pas. Donc là, c'est l'indication formelle des aligneurs. Donc il y a certaines indications où on va beaucoup plus pour les aligneurs que le traitement orthodontique conventionnel. Les amylogénèses imparfaites, exactement. C'est pour ça que j'ai dit les indications sont limitées. Mais là excusez-moi, professeur Moulet, vous avez parlé des épileptiques.
est-ce qu'il n'y a pas de risque que la gouttière soit avalée par le malade? Parce que quand il fait sa crise, il est inconscient, il peut avaler. Là, vous avez parlé d'indications pour les épileptiques. Pour les épileptiques. Généralement, quand ils font les crises, ils serrent les dents. D'accord? Donc, les gouttières sont rétentives. Je vous garantis qu'il n'y a aucun risque. On peut même on ne peut même les indiquer chez les patients, chez les enfants IMC, qui ont une insuffisance motrice. Donc, on a reçu dernièrement un enfant âgé de 11 ans. Sa maman a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il a sectionné sa lèvre. D'accord? Avec ses dents. Pour les pathologistes, ils disent que la solution, elle est radicale. Il faut faire l'extraction des dents. D'accord? Sa maman, elle voulait à tout prix garder les... Donc, on était obligé de lui réaliser une gouttière à condition qu'elle doit être très rétentive. D'accord? Très rétentive. Mais même les patients, ils doivent être, je crois, pour ce type de traitement, il faut que la collaboration du patient doit être à l'extrême. Exactement. C'est l'implication des parents. Quand ils mettent un paquet d'argent, je crois qu'ils sont obligés de l'être. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, Dr Jaffer. Docteur, s'il vous plaît, pour le taux de récidive par rapport au traitement orthoclassique. Bon, il n'y a pas le taux de récidive. Bon, il y a la contention, voilà. Il faut, c'est-à-dire au cours du traitement, donc à la fin, il y aura une contention, donc ça va dépendre aussi de l'assiduité du patient. Il faudrait qu'il porte sa contention. Donc, il n'y a pas une étude comme ça comparative entre traitement conventionnel et traitement par aligneur qui démontre que voilà, il y aurait moins de récidives ou pas. Pour l'instant. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je crois qu'on a fait le tour de toutes les communications. Je laisse maintenant la place aux organisateurs pour clôturer cette journée. Je vous remercie. Merci. Merci, professeur. On vous remercie infiniment pour cette balade, on va dire, scientifique, qui a quand même été trop généreuse de votre part, et on ne vous remerciera jamais assez. Et maintenant, on va passer au discernement de trophées et d'attestations de communication en guise de remerciement. Non, pas encore. Bah, c'est à flotter. Bad. Donc là, je vais demander à Dr Serbi de venir donc et ceci va lui être remis par Dr Grouch. Ben, c'est gratuit, je crois. Je demande Dr Sayer, qui est praticien libéral sur Alger, de remettre le trophée à Dr Setri. Plutôt la brillante Setri.
Dr Aït Benamer, qui est représentant de la SOR d'Alger. Je demande de remettre le trophée à Dr Serrir. Pas de bijoux? Bravo. Généralement, ce n'est pas de coutume de demander à une dame de remettre un trophée à un homme, mais par contre, là, je vais demander à sa bourgeoise, qui est spécialiste en dossier libéral sur Oran, de remettre le trophée donc, à professeur Rezouk. Je t'ai aidé à marquer le point. En plus, c'est photographié. Pour ce geste, merci. J'offre un bouquin, le guide de radioprotection de chacun des communicants. Donc chacun des communicants. Merci. C'est un geste très honorable et qui est tout à votre honneur. Merci. Bon, je me permets de remettre à mon très cher ami, mais qui est aussi ami de promo, de remettre le trophée. Professeur Boudella, je vais vous demander donc de remettre le trophée. D'ailleurs, le proverbe, j'étais vraiment très ravi donc, de savoir que sa maman était déjà professeure en parodontologie. Le papa est aussi prof en chimie. Là, vraiment, j'aimerais bien, plutôt, je souhaiterais que vous allez les suivre sur le même tracé. Inch'Allah, Rabbi yahfazak. Non, tu es toujours aussi jeune. Alors, Dr Khdim, donc, je vais te demander de remettre le trophée à Dr Nassim Aïd Moufor. Donc, Aïd Nassim, c'est un ami inconditionnel à l'association qui est vraiment que pour sa serviabilité, pour son côté aimable. Allah yatek sahwa yatek arbiyat qad ma taqad niyatek inshallah. Nassim, par contre, je vais te demander de rester sur place. Donc, Nassim, s'il te plaît, bon, parce que c'est une amitié quand même qui dure depuis très longtemps, inconditionnelle. Donc, tu vas remettre, s'il te plaît, Nassim, le trophée de Adab Hazir Habib.
De tes mains propres. Si. Ne joue pas les timides, s'il te plaît. Allah يسلمك. شال عندك ما شفتوش. Par contre, Nessim, tu sais qu'il est Covid? C'est mon compagnon de route depuis 25 ans. D'armes. C'est un frère là. Je ne l'ai pas connu avant, sinon je l'aurais offert ma soeur. Personnellement, au nom de l'association, j'aimerais vous remercier tous les deux parce que quand même l'organisation de cette édition, en grande partie, a été grâce à Dr Bahzer Habib et à Dr Etnfor. Vraiment, je les remercie infiniment. Une seule chose que je voulais dire, si vous permettez. Et ce que je vais dire vient vraiment du cœur. La mort du forum, ce sera notre mort. Donc il faudra que ce forum continuera à vivre. Avec nous ou sans nous. Donc je vous demanderai à chaque fois, pendant toutes ces prochaines années, de pouvoir maintenir ce forum. Parce que la vie de ce forum, c'est la vie de la wilaya de Chlef. Et bien sûr, on finit en toute beauté avec notre invité d'honneur, professeur Boudla. Et je vais demander à Dr Selima, notre amie Selima, pour lui remettre le trophée. ما تحسبوا قد طلبه فوتي. En plus, elle est toute rouge. Et en plus, c'est son ex-étudiante. Hein. Je vais te demander de rester parce que quand même, je suis ce cadet, mon cher ami Bahzer Habib. Là, on est actuellement à... D'ailleurs, on a commencé par, on va dire, une simple proposition de première édition. Là, on est arrivé, alhamdoulilah, grâce au bon Dieu, à la 9e édition. Et j'aimerais bien que, plutôt, pas j'aimerais bien, je souhaite de tout mon cœur, du bon Dieu, que ça reste quand même une tradition qui va être ancrée sur Chlef. Et vivement, Inch'Allah, la 10e édition. Et ceci grâce à vous et grâce à votre assistance et à votre présence. Et bien sûr, je laisserai l'honneur à professeur Boudla, qui est notre invité d'honneur, de clôturer cette séance. Bon, merci beaucoup. Là, vous m'intimidez pour cet honneur que vous me donnez. Je suis vraiment touchée. C'est vrai que quand vous m'avez appelé, j'avais un sympo à Oran et j'étais vraiment un petit peu gênée. Et je vous dis sincèrement, qui est-ce qui m'a encouragée? C'est mon mari. Je vous ai appelé, quand je suis rentrée à la maison, je lui ai dit, voilà, la belle Chlef, il m'a appelé Dr Jafar. Ils sont très gentils, il vous a adopté. Donc là, l'encouragement, c'était beaucoup plus lui. Moi, j'ai une fille qui passe le bac, donc là, un petit peu Zafet, voilà, le bac, et vous démissionnez par rapport à moi. Mais là, je ne le regrette pas. Sincèrement, j'espère que je vous ai adopté, j'espère être parmi vous, être en vie. Et c'est un honneur pour moi d'être chaque fois avec vous. Même si vous ne m'inviterez pas, même si je ne serai pas là, je serai, Inch'Allah, dès que j'entendrai parler de ce forum, je viendrai. Même, Inch'Allah, avec honneur. Merci. Je voulais juste dommage si vous m'aviez appelé un peu plus, on aurait préparé quelque chose, surtout que je sais que Dr Sedré est là. On aurait fait un atelier, par exemple, en prothèse. Je sais que c'était un vrai manque de cela. Et la prochaine fois, Inch'Allah, si vous voulez, Dr Sedré, on organisera un atelier prothèse. Moi, je suis prête. J'ai des Frasako, j'ai du matériel. Je vous le ramène. Je m'engage à vous le ramener gratuitement. De
te remercie infiniment. Et de ma part aussi, je peux te procurer un patient gratuitement qui est Rabah Zerabib. Allah yatakoum saha. Tout ce qui commence bien finit bien. Allah yatakoum saha, barakallahu fikum. Et j'espère bien. Attends. Justement, je ne sais pas encore. J'allais lui dire justement. Parce que demain, Inch'Allah, pour ceux qui sont inscrits pour les deux ateliers endodontie et Conbim. Donc je tiens quand même à rappeler que ceux qui sont inscrits au Conbim, l'apport du PC est de rigueur. Parce qu'il y a Dr Nassim qui va exposer des cas. Et donc chacun doit avoir son PC. Et le premier groupe, les deux premiers groupes vont être programmés bien sûr de 9h jusqu'à 10h30. Donc je vous demande d'être là à 9h tapant, Inch'Allah. D'accord? Voilà. Et une dernière chose, avant de quitter la salle, on prend une photo ensemble. Un dernier applaudissement.